Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et cette semaine, nous recevons pour la première fois Josiane Traxel. Et vous vous dites Traxel, ça me dit quelque chose ce nom? Eh bien oui, Jean-Luc Traxel est le mari de Josiane. Donc bonjour Josiane, bienvenue à table. J'aime bien. T'aimes bien, hein? Je savais que ça allait te plaire. Écoute Josiane, on est très heureuse de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Et puis on a eu l'occasion de pouvoir discuter un peu pour préparer les émissions. Et j'ai eu l'occasion de découvrir une femme assez unique dans l'appel aussi. Parce que aujourd'hui, je vais juste te lancer la balle pour que tu le fasses toi-même. J'ai pris toutes mes notes, mais je pense que tu vas mieux le faire. Mais aujourd'hui, tu te définis comme l'agent secret des CEO, des CEO influents d'ailleurs. Et ça consiste en quoi en fait? Parce que il y a peu de gens qui ont cette appellation aujourd'hui, je pense. C'est toi qui t'es trouvé ce petit titre? Oui, je me suis trouvé ce petit titre basé sur une chanson que je chantais quand j'étais toute petite, que je voulais un petit mari qui aille dans ma poche. C'est vrai, c'est une vraie chanson. C'est une vraie chanson en plus. Mais pour me décrire aujourd'hui, c'est sûr que je prie et je prophétise et j'accompagne des CEO dans leur marche et leur santé spirituelle pour rejoindre l'économie avec le surnaturel, pour amener les principes du royaume dans l'entrepreneuriat, mais à équiper les CEO et les chefs d'entreprise ou les managers à fonctionner avec corps, âme et esprit. Vraiment, en unité, pour casser un petit peu la barrière qui est entre le sacré et le séculier, et oser, par exemple, lever le bâton pour ouvrir la mer Rouge qui est devant toi, dans ton écosystème. Comment ça se passe? Comment tu le fais, au fait, concrètement? Ou comment est-ce que tu interprètes, ou comment est-ce que tu enlèves le jargon spirituel qu'on a dans nos églises et que tu veux l'appliquer dans le monde du travail. Enfin, c'est des lexiques, des vocabulaires. C'est aussi des perceptions où j'aide les personnes qui sont dans les affaires à comprendre qu'ils sont pleinement dans leur appel et qui font l'œuvre de Dieu, qui ne sont pas des missionnaires, mais qui sont des missionnaires dans la société. Donc voilà un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Quand même, t'as un grand parcours d'entrepreneur pendant 25 ans. Aujourd'hui, tu es propriétaire de 3 marques. Et avec Jean-Luc et tes enfants, en fait, vous êtes une famille très entrepreneuriale. Ça coule, le ministère et l'entrepreneuriat, ça coule dans vos veines. Et en tout cas, c'est super ce que tu fais dans ce milieu-là. Et c'est quand même assez unique et particulier. Et surtout, tu l'expliques très bien. Et d'ailleurs, dans Bonjour chez vous, notamment avec Aurélie, vous avez fait 2 émissions quand Dieu est ton CIO. Et l'autre, c'était comment manifester... Assumer sa foi en tant qu'entrepreneur. Josiane a parlé des missionnaires, des entreprises missionnaires. Donc, dans Bonjour chez vous, les émissions sont disponibles sur la chaîne YouTube de MCI TV. D'ailleurs, je vous encourage à abonnez-vous à la chaîne YouTube MCI TV si ce n'est pas encore fait. Et vous pourrez aussi donc suivre les 2 émissions que Josiane a fait sur ce thème, parce que je suis sûre qu'en quelques phrases, vous avez dit « Waouh, c'est super intéressant, elle a beaucoup de choses à dire ». Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce sujet-là, mais nous allons parler du burn-out, les conséquences du burn-out, parce que Jean-Luc a fait un burn-out qui, tu vas l'expliquer tout à l'heure, tu pourras donner plus de détails, qui a duré 2 ans, selon Jean-Luc. Et il a pu en parler, il en a parlé d'ailleurs aussi dans son livre, dans Les coulisses d'un miracle, et puis il en parle assez ouvertement, il est très authentique par rapport à cette période de sa vie. Mais à côté de lui, il y avait aussi une femme qui a vécu ce burn-out d'une façon complètement différente. Et c'est sûr, on peut passer nous-mêmes à travers ce genre d'épreuve, mais en fait, les personnes qui sont à côté de nous passent aussi à travers cette épreuve, et on a besoin quelquefois on ne sait pas quoi faire, parce qu'on se dit c'est pas moi le malade, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aide, est-ce que c'est normal ce que je suis en train de vivre? Et en fait, toi tu l'as vécu à 1000%,
en fait à ses côtés et ça a été hyper intense. Il y a eu beaucoup de conséquences dans énormément de domaines et je trouvais ça super intéressant que tu puisses nous partager cette partie-là de ta vie à toi et comment tu l'as vécu, parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi d'ombre et de tabous par rapport à la façon dont on peut le vivre quand on accompagne quelqu'un. Et puis, alors, Josiane, je te préviens Aurélie, Josiane veut dire toute la vérité et que ce soit très très transparent pour que ça puisse aussi aider le plus de gens possible. Et je crois que beaucoup de gens vont se reconnaître dans cette authenticité du témoignage. Donc on peut peut-être commencer. Jean-Luc dit que ça a duré 2 ans. Et toi, tu dis que ça a duré pas 2 ans. Oui, alors en tant que personne qui vit avec un être qui passe par un burn-out, on a les signaux d'alerte un peu plus tôt. Donc pour moi, j'ai observé et j'ai remarqué dans la vie de Jean-Luc, 1 année avant qu'il fasse son burn-out, que sa personnalité commençait à devenir un peu différente de ce qu'il était habituellement. Je le reconnaissais moins. Il était très sensible sur certains sujets. Il est devenu un petit peu agressif sur d'autres. Par exemple, il y avait des sujets qui devenaient vraiment... Tout de suite, il y avait plus de filtre, il y avait plus de contenant, il y avait... Et là, par exemple, je peux citer un exemple. Pour moi, j'ai remarqué 1 année avant, donc sa chute. Donc, il a fait sa chute le 15 juin, mais 1 année au préalable, au mois de septembre, j'ai contacté son médecin traitant et parce que je remarquais que ses nuits devenaient de plus en plus courtes et qu'il dormait mal et tout ça. Et j'ai parlé à son médecin traitant, puis j'ai dit, mais moi, je pense que Jean-Luc a besoin de récupérer au niveau du sommeil, ça va plus, il récupère plus suffisamment. Et je dis, mais est-ce qu'on peut lui donner quelque chose? Alors, à l'époque, je ne savais pas tout ce que je savais sur la médecine du lifestyle, ce qui est une autre parenthèse, mais donc, je voyais le côté médicamenteux, étant infirmière à la base. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut lui donner pour que finalement, il récupère? Parce que tout ce qui compte, c'est que les nuits se passent bien. Puis, si tu récupères bien, tu passes pas en burn-out. Donc, je pensais pas en burn-out, mais je voyais bien qu'il tirait sur la corde et qu'il commençait à vivre au crédit de sa force. Et puis, son médecin me dit, oui, écoute, je prescris ça, va chercher à la pharmacie. Et moi qui suis... service rendu dans les langages d'amour. J'ai vraiment cru rendre un bel acte d'amour à mon mari. Et puis je lui cherchais ses médicaments. Donc j'ai fait la prescription, les médicaments et tout. Et puis quand je lui ai donné, tout simplement à table, j'ai dit, écoute, voilà, j'ai appelé ton médecin, il te suggère que tu puisses prendre ça pour bien dormir. Je veux dire, lui, il a pris ses médicaments, il a ouvert la fenêtre, il les a lancés par le balcon. Il a dit, tu penses que je suis en train de perdre la tête, que j'ai besoin de choses pour m'aider à dormir. Et là, je me rappelle que j'ai eu à l'intérieur de moi une sonnette d'alerte. Et là, on est en septembre. Donc, je suis à 3 mois derrière une certaine réflexion de me dire, tiens, qu'est-ce qui est en train de se produire? Mais Jean-Luc est une personne qui a déjà un physique assez extraordinaire, une résistance. Il est hors norme, je pense. Et bon, moi, ça commençait un petit peu à m'inquiéter. Mais bien sûr, tu es pris dans un système. Et c'est peut-être ça. On est tous pris dans un système. Et nos agendas remplis. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, Jean-Luc travaille à 100% avec moi dans l'entrepreneuriat. On a une entreprise. Donc, on a 2 entreprises en Suisse. Une en Suisse romande, une en Suisse allemande. On en a une en France et on en a une aux États-Unis. On est dans le ministère. Donc, le ministère, on est déjà en plein dans le ministère. On a fondé une église, c'est-à-dire on nous a envoyé de notre église mère pour fonder une église, et on a donc débuté une œuvre avec une église qui s'appelle aujourd'hui le Gospel Center. Donc si vous connaissez les Gospel Centers, on a été les premiers à implanter les Gospel Centers. Donc on a une église sur les mains, et je me rappelle... Et 4 enfants. Ah oui, on en suit. Ouais, mais eux, ils sont en nous, hors de nous. Enfin, je sais pas, c'est comme on peut pas les enlever. Mais effectivement, on a 4 enfants. Mais je me rappelle qu'encore à l'époque, pré-burnout, et je me rappelle d'avoir eu ce signal d'alarme qui me parle à l'intérieur de moi, et c'est peut-être ça, vous qui entendez, s'il y a ces petites voix internes de la conscience, ou tout simplement, c'est pas une des petites voix, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Je me rappelle qu'on s'était un peu dit, mais on fait pas trop de choses pour notre région locale.
on fait pas trop. On est très engagé dans l'entrepreneuriat, on est très engagé dans l'église, on est très engagé dans la vie de famille, mais on n'est pas trop engagé socialement. Et on nous a proposé de nous investir dans 2 projets et Jean-Luc a fondé il a fondé une fondation qui aide les handicapés à faire du sport dans la région où on est. Donc, littéralement, des enfants qui sont en chaise roulante peuvent aller descendre des pistes de ski, etc. Donc, mais on s'est engagé dans cet associatif parce qu'en étant presque... Bon, en fait, on ne fait pas trop pour notre communauté locale. Et je me rappelle que quand on s'est engagé là, j'avais eu au fond de moi, est-ce que ça, c'est pas le truc de trop? Le truc de ouais. Mais de nouveau, on a un élan, on pousse, il y a les choses qui sont devant nous, on peut le faire. Les gens nous demandent, est-ce que vous voulez pas nous donner un coup de main? Et puis on est des créateurs, on est des fondateurs, on est capable d'ouvrir des portes, on est capable de créer de 0 à 1. Ah, tu y vas, tu dis, et puis en plus, c'est dans ta région, donc tu donnes ton oui. Et là, je me rappelle qu'à l'intérieur de moi, parce que quand on jongle avec des agendas, avec des pressions, enfin, on est capable de supporter beaucoup de choses. Et plus on en fait, plus on en est capable. Moins on en fait, moins on est capable. Ça, c'est aussi une réalité. Hein. Et dans cette année où tu l'as vu descendre, est-ce que tu as vu une évolution ou c'est juste, J'ai vu une accélération. Une accélération. J'ai vu une accélération. Aussi, c'était une année où il y avait beaucoup, beaucoup d'opportunités. Donc, plein d'opportunités. Et ça, c'est une clé. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, elle va ouvrir beaucoup plus de portes que celles que tu dois choisir. Parce qu'en fait, Dieu te donne le choix et il te demande d'assumer tes choix en fonction avec ton entourage et aussi en fonction de tes envies. Mais tu dois consulter ton entourage. Et Jean-Luc et moi, on a un très, très bon binôme. Hein. On fonctionne... Déjà, on n'est pas du tout fusionnel, donc on peut très bien fonctionner individuellement. On est capable de faire avancer nos propres projets, nos propres choses. On n'est pas des codépendants. Ça va aujourd'hui, je peux faire quelque chose. Non. Enfin, on n'est pas comme ça. Donc, en fait, on se regarde dans les yeux et on sait si on est OK ou pas. Il n'y en a pas besoin de faire beaucoup de conciliation. Mais du coup, enfin, moi, j'avais cette espèce de mal-être ou cette espèce d'alerte de surcharge. Et je voyais une chose toute simple. Hein. À l'époque, notre deuxième fille avait un chien. Et les chiens sont très sensibles à ce qui se passe dans la maison. Et ce chien s'est mis à faire des bêtises. Mais ce qu'il ne faisait plus du tout. Mais style à aboyer à l'intérieur. Déjà que Jean-Luc ne supporte pas du tout les chiens. Mais... Alors là, et tout de suite, c'était plus possible. J'ai vu que le comportement du chien devenait trop pour Jean-Luc. Après, j'ai remarqué que, par exemple, si les enfants étaient trop bruyants, ça allait plus. Il fallait que les enfants soient contenus un peu plus. Et je remarquais comme ça qu'il y avait des modifications dans notre vie quotidienne qui devenaient des agressions pour que lui fonctionne correctement. Et ça, c'était des alertes. Donc, quand il y a des choses que tu supportes plus dans ton entourage, peut-être déjà juste pour toi, hein, de base, de fond, juste pour toi, pose-toi des questions. Pose-toi les questions, parce que ça passe toujours, on ignore ces feux rouges. Et on croit que c'est un peu orange. Et un feu qui est orange, au final, t'accélères, tu passes, ça va. Okay? Oui, tu peux faire ça à un moment, c'est sûr. Il y a une certaine élasticité que tu peux avoir. Mais à un moment donné, même un vert, ça peut être un rouge. Très clairement. Parce que tu n'as plus la force d'accélérer. Tu n'as plus la force non plus de récupérer. Donc pour moi, j'en parle qu'une année avant, j'ai vu la descente de Jean-Luc. Et pour lui, c'est clair qu'il a été arrêté le 15 juin et il considère 2 ans d'arrêt complet. Lui, c'est J1, c'est le 15 juin. Exactement. Ouais, ça avait déjà commencé avant. Mais du coup, ce fameux jour où il arrête de fonctionner, vu que tu as eu tous les signaux, toi, tu le vis comment? Alors, vu que j'ai eu tous les signaux, vu que je viens d'un background médical aussi, je sais très bien. Tu as su tout de suite? J'ai su immédiatement et j'ai su immédiatement que ça n'était pas un burn-out, je suis fatiguée de la vie.
Ouais. J'ai juste un peu trop, laissez-moi dormir 3 mois, enfin, foutez-moi la paix, pardon, laissez-moi tranquille pendant 3 mois et je vais revenir. Mhm. Je savais qu'on était devant une vraie cassure, que la cassure allait être énorme et qu'elle allait avoir des répercussions. Directement, tu dis Direct. ça. Ok. Direct, Qu'est-ce parce qui qu'il s'est s'est passé, littéralement... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Alors, il sur s'est 15 jours. effondré au bureau. Il s'est Oh. littéralement effondré au fond de son bureau. On l'a retrouvé par terre, inconscient. Euh, donc, il a passé d'un état de conscience à un état d'inconscience, Ok. comme s'il était dans le coma, Mhm. un peu. Oh, oui. Et donc, j'ai appelé immédiatement son médecin, qui est très proche de lui, qui le connaît très bien, et qui est tout de suite immédiatement intervenu, et qui lui aussi avait observé 2-3 choses. Donc, il était tout de suite capable de dire, OK, il faut qu'il dorme. Ok. Et donc, on l'a laissé dormir, et littéralement, on lui a donné quelque chose pour dormir, mais il a dormi pendant 4 jours et 4 nuits. Wow. Oh. Non-stop. Non-stop. Wow. Il a dormi pendant 4 jours et 4 nuits. Oui. Et toi, t'as fait quoi pendant ces 4 jours? Pendant ces 4 jours et ces 4 nuits, j'ai tout mis dans ma tête en place. Je ne savais pas s'il allait récupérer et de comment il allait revenir. Mhm. Mhm. Est-ce que j'allais le retrouver, oui ou non? Donc, dans ma tête, c'était clair. C'était très clair. L'église, je devais la remettre. Je ne pouvais pas continuer d'assumer l'église. Et Gospel Center, c'est une super église. L'église, l'équipe apostolique dont on fait partie, sont extraordinaires. Et j'ai eu absolument zéro attente de ma part du jour au lendemain. Et on a pu remettre l'église. Il n'y avait aucune attente que j'aille à aucune réunion de quoi que ce soit. Mhm. Encore de pression, oui, mais rien du tout. Extraordinaire, extraordinaire. Donc ça, je savais, et ça m'a coûté. Parce que le Gospel Center, j'avais vraiment ma voix. Là, je pouvais exprimer ma foi, être le leader que je pouvais être. Et ça, je savais, OK, je sacrifie ça. Ouais. Ok. Le côté social, c'était clair. J'arrête tout de suite nos engagements sociaux. Je devais préserver la famille. Je devais préserver notre couple. Mhm. Et ce qui allait passer à la trappe, c'est une grande partie du développement de l'entreprise. Mhm. Et je savais que j'allais sortir l'entreprise de la crise et qu'une fois stabilisée, donc ça se passe dans ma tête très vite, Oui. qu'une fois stabilisée, je vais chercher un CEO pour ma boîte. Mhm. Parce que si je ne le fais pas ça, quand vous avez fondé une entreprise, que vous l'avez fait grandir, et que vous devez couper, comme je devais couper, j'ai sauté dans l'avion, je suis venue fermer les États-Unis, j'ai immédiatement enclenché les démarches pour fermer la France. Je savais qu'au fait, notre vie allait ressembler à autre chose derrière et qu'il fallait prendre les mesures maintenant parce que tout ce que je retardais en décision, ça allait coûter plus cher. Mhm. Au fait, les jours qui passaient, tout allait coûter plus cher pour retrouver. Quand tu es parti aux États-Unis pour fermer l'entreprise, là, on est à combien de temps? J'ai plus En les grosso dates, modo, mais en gros, c'est dans les premières semaines, ça? Non, c'était pas la première semaine. Il est donc il est tombé le 15 juin. On a passé un été plus ou moins normal. Donc j'ai envie de dire juillet. Ça devait être mi-septembre. Mais j'ai Mais planifié tu avais déjà tout pris, tes décisions. Oui, complètement. Et est-ce que quand il s'est réveillé, tu lui as partagé tes décisions? Non. Non, il était incapable. Ok. Ah non, il n'y a plus de partage. Là, tu as tout pris, tu Il y as a pris plus les de décisions, partage, tu as non. foncé avec ça. Non, il n'y a plus de partage, mais c'est plus possible. Mhm. Parce que l'être est cassé. Sa personnalité était cassée. Et au fait, alors lui, il était dans un tel état de brokenness ou de burn, tu peux plus parler c'est fini. C'est fini. Cet échange, ce partage, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est fini. C'est OK, donc tu prends le bâton seul et tu décides pour les deux, tu décides pour la famille, tu décides pour l'entreprise, tu décides pour l'église. Tu prends toutes les décisions sur toi. Mais moi, c'était dans ma tête, au fait, et c'est peut-être ça, je me suis dit, OK, s'il ne revient pas, qu'est-ce que je suis capable de naviguer par moi-même?
Donc, il fallait que je réduise la voilure de l'entreprise très forte, parce que je savais ses forces. Pour toi, ça aussi. 100%. Ouais. Bien sûr. Mm. Bien sûr. Et il fallait que je sois capable de maintenir l'équilibre familial. Et quand vous avez un conjoint qui fait un burn-out, ben, quelque part, vous faites le rôle des deux. Hein. Mhm. C'est comme s'il n'est plus là. Vous devez même protéger un peu l'image du père, parce que c'était pour moi ma plus grosse... mon plus gros challenge, c'était de protéger l'image du père pour mes enfants. Et comment tu as fait ça? Je suis pas sûre que je l'ai fait très bien, mais je l'ai fait de mon mieux. Mhm. Avec la force que j'avais aussi, et puis tout ça. Donc, ouais. Je sais pas comment je l'ai fait, mais au fait, il y a une chose que j'ai fait, c'est qu'on a gardé la foi pour le miraculeux dans le sein des enfants Mhm. et dans le sein de la famille que Dieu guérit. Mhm. Et au fait, malgré qu'ils voyaient leur papa dans l'état où il était, on a gardé tous les soirs à table, on prie. Et on prie pour la guérison. Mhm. Et on croit à la guérison. Et on prie, mais je ne voulais pas laisser une porte d'une incroyance où, bon, ben voilà, la vie chrétienne, c'est ça. Ah oui, tu te permets de prier pour les malades, mais tu fais toi-même un burn-out. Ah oui, enfin bref, c'est excusez-moi, mais c'est ces questions qui ont tellement pas de sens, qui sont accusatrices et qui justifient le fait que toi, tu n'as même pas prié pour un malade. D'accord ? Donc, elles viennent pour justifier ton manque de foi. Parce que, ouh là là, si le Seigneur ne guérirait pas, ma réputation sera... Ouais, bah écoute, lis bien ta Bible, étudie les choses, et puis après, tu viens poser les questions. Ça marche pas avec Josiane. Non, ça marche pas avec moi, ce genre de Elle a pas questions. là. d'appui. Non, là, Et d'ailleurs, comment tes enfants l'ont vécu? Parce que donc 4 enfants, comment ils l'ont vécu? Alors, tous un peu différemment, et les conséquences du burn-out on a tous eu des conséquences de burn-out. Jean-Luc en a eu, j'en ai eu, tous mes enfants en ont eu. Ma fille aînée, qui aujourd'hui est pasteur Gospel Forum à Stuttgart, une femme extraordinaire. C'est pas parce que c'est ma fille. Non, mais vraiment, elle porte quelque chose, elle a une force dans l'onction qui est d'une douceur qui coule du cœur de Dieu, c'est impressionnant. Mais elle m'a dit, j'aurais souhaité quitter la maison chez n'importe qui m'aurait accueilli, j'aurais été les bras ouverts. Elle est restée dans la maison, et peut-être que j'ai pas pris suffisamment le temps avec mes enfants de me dire, et vous, comment vous vivez ça? J'ai un peu géré, un peu le Saint-Bernard, là, qui vient, qui fait tout, qui prend les décisions pour tout le monde. Et peut-être que ma fille aînée aurait eu la maturité et j'aurais pu avoir l'espace émotionnel de lui dire, OK, quels sont tes besoins, toi? Parce que pour elle, elle l'a pleinement vécu, elle était pleinement consciente de qui était son père et de comment il était. Ma deuxième fille, elle tient assez bien les coups, les chocs. Enfin, elle est très sensible, mais elle tient un petit peu mieux, on va dire. Par contre, elle s'est effondrée. Je l'ai vue s'effondrer dans l'ascenseur quand on a été le trouver la première fois à l'hôpital. Dans l'hôpital psychiatrique, on a dû l'hospitaliser. Et là, elle s'est effondrée, mais littéralement, elle s'est effondrée au fond. Et là, je me suis dit, oh mince, j'ai loupé. Les deux derniers étaient plus jeunes, donc avaient plus un papa pas tout à fait là, mais avec beaucoup plus de... Voilà, c'était les nouvelles réalités, et puis peut-être moins de compréhension due à l'âge. Eux, ils ont eu plus de répercussions dans leur adolescence. Ok. C'est comme sur le coup, ils le vivaient mieux. Ça allait. Mais par la suite, il y a eu, tu as vu les conséquences. Oui. Complètement. Okay. Complètement. Et donc, en fait, on ramasse tous des coups. Donc j'ai envie de vous dire que le burn-out, c'est pas une maladie moderne, même si on l'a diagnostiqué de manière relativement moderne. Il y a plein de choses qui font que notre vie moderne appuie sur notre santé physique, notre santé émotionnelle, voire même notre santé spirituelle. Aujourd'hui, c'est très à la mode d'aller à toutes les réunions, de tout faire, il faut tout faire. C'est très à la mode de partager tout avec tout le monde. Enfin, je veux dire, on n'a plus d'espace à la récupération. On ne prend plus soin de notre corps comme on le prenait. On a des agents stressants dans notre environnement.
Et puis, on a l'impression qu'on doit tout faire. Enfin, je sais pas. Si je prends ma propre histoire, très certainement que mes ancêtres, ils ont passé par des moments très, très difficiles, mais il y avait un contexte, il y avait des gens autour, il y avait... Puis il y a eu un temps où il n'y avait pas Internet. Exact. Quand, Il n'y avait pas les emails. Il y avait pas... quand la journée, quand c'était fini parce que il fait noir. Il y a, tu sais, je veux dire, la nature, le rythme naturel te contenait en fait dans tes activités. Du coup, Josiane, si je fais une pause un peu dans l'histoire, est-ce qu'il y a des conseils que tu veux donner à des personnes justement de cette saison, de ce temps, pour justement éviter d'en arriver là, aussi bien au niveau de la famille, parce que tu as parlé aussi d'une certaine gestion avec les enfants. Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner si quelqu'un justement se retrouve dans une situation comme ça? Qu'est-ce que cette personne peut faire par rapport à son mari? Qu'est-ce que cette personne peut faire par rapport à ses enfants et par rapport même aux affaires que ces personnes-là gèrent? Est-ce que tu peux conseiller à ce niveau-là? Alors, combien de temps tu me donnes? 3 jours. Non. Sachant qu'on n'a pas encore tout dit. Alors, ouais, il reste 14 minutes. OK. Alors, peut-être je vais répondre que... Je vais répondre... je vais séquencer parce que je ne peux pas tout répondre sur tout. Mais déjà, premièrement, prenez conscience que si vous ne dormez pas correctement, c'est la première alarme. Vous devez être gardien et bulldog de votre récupération de votre sommeil. On est capable de récupérer. Mais et très pratiquement, aujourd'hui, conseil, il n'y a pas d'écran 2 heures avant de dormir. On mange légèrement le soir, ça c'est le mieux. Mais maintenant, la vie de famille fait qu'on mange plus souvent le soir ensemble, même chez nous. Donc, ça peut être des conditions. Mais il faut mettre une hygiène de vie sur la récupération dans le sommeil. Parce que si tu ne récupères pas, tu brûles des cartouches, tu ne te rends pas compte que tu brûles parce que tu dors. Mais au fait, tu dors, mais tu ne récupères pas. Donc, tu te réveilles le matin, tu te dis, bon, j'ai dormi, mais ton corps n'a pas récupéré. Donc, le sommeil, j'ai envie de dire, c'est la plus grande chose. Et si tu vois que ton conjoint ou toi-même, ou tes enfants, ça commence à ne plus aller avec le repos, c'est la première des choses. Deuxième des choses que je te conseille de faire, c'est d'enlever toutes les choses qui sont des agresseurs pour toi. Ça peut être même un style de lumière, c'est fou, hein, mais nos lumières bleues n'ont plus rien à voir avec les lumières orangées. Et au fait, elles utilisent de l'énergie dans le corps et elles bloquent la récupération. Donc, change tes ampoules, change tes choses. Ça a l'air stupide, hein, mais je te promets que ça fait une différence. Expose-toi, prends-toi un moment par jour pour toi, même si je sais, j'avais 4 enfants, des entreprises internationales, des engagements dans la société, dans l'église. Je te promets, je devais me lever à 4h55 du matin parce que si je me levais à 5h, j'étais trop tard dans ma journée. Donc, pour avoir mon temps avec le Seigneur, et j'ai envie de dire, je pense que si j'avais été encore plus stricte sur mon temps avec le Seigneur, il y a des choses que j'aurais pu anticiper. Donc, garde ton temps avec Dieu, peu importe, même si tu mets un hoodie sur ta tête et des lunettes et tu dis à ta famille, c'est le moment où je suis by myself parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où tu peux l'être. Donc, garde ta relation avec le Seigneur, garde ton hygiène de vie. Attention, je n'ai pas le temps de rentrer avec l'alimentation, mais il y a plein de choses que tu peux faire avec ton alimentation. Il y a plein de choses dans l'alimentation qui nous enlèvent notre énergie et qui font qu'on est des moitiés de nous-mêmes aujourd'hui. Et puis après, d'un point de vue, pose-toi la bonne question. Le jour où tu seras devant le Seigneur, qu'est-ce qui va compter au final? Est-ce que c'est tes enfants, ta famille? Ce qui sera advenu avec eux, avec ton conjoint? Ou est-ce que ce sera tes clients, ton entreprise ou les membres de ton église? Reviens juste un petit peu rien qu'avec du bon sens. Et Dieu t'envoie sur terre pour aimer les gens qui sont autour de toi. Et si tu ne sais pas aimer les gens qui sont autour de toi, tes proches et leurs amis, je pense que le Seigneur nous renverra du ciel sur la terre pour qu'on revive et qu'on se qualifie un peu mieux. Non, vraiment.
Moi, j'ai plus une question comme... D'abord, je sais à qui recommander cette émission. Monsieur Atom Mbouma. Et ensuite, souvent, nous sommes... c'est vrai que votre mari était tombé et tout cela. Les gens sont plus focalisés sur la personne sur qui la chose est arrivée. Mais je pense, je ne sais pas si vous allez me contredire, que les personnes autour souffrent plus. Alors, on souffre, oui. Quand un membre de la famille tombe de cette manière-là, on souffre plus. Et oui, j'ai remarqué, et à un moment donné, mais même encore, je vois les conséquences encore aujourd'hui. Quand mon mari est pas bien, mes enfants ont tout de suite le système d'alarme qui se met en route. Oh, papa, t'es pas bien, prends du temps. Enfin, il y a une attention, il faut faire attention à l'humeur de papa. Oui. Ouais. Et tout le monde veille sur lui. Oui. Est-ce qu'on fait attention à toi, Josiane? C'est la mère. Non, Je parlerai que si ce que j'ai à dire est plus beau que le silence. Oui. Non, ça c'est difficile. Parce que vous êtes celui qui a assumé le tout. Et Jean-Luc est très honorant à mon égard. Il le dit, le super-héros, c'est elle. Il l'a toujours dit, il le décrit. Des fois, je dis, mais arrête. Tu as aussi parcouru ce chemin, etc. Oui. Parce que je ne crois pas qu'on souffre plus, je crois qu'on souffre différemment. C'est une autre souffrance. Je crois quand même que la personne... Au fait, la souffrance, c'est de tout perdre en un moment. C'est d'être, au fait, un peu... c'est comme si vous devenez veuf, mais vous ne pouvez pas pleurer, vous ne pouvez pas faire votre veuvage. Parce que je n'avais plus Jean-Luc. Et l'homme que j'avais épousé, je ne savais pas si j'allais le retrouver et sous quelle forme. Parce que les médicaments qu'il a pris lui ont donné vraiment des effets secondaires massifs, avec une autre personnalité, avec d'autres choses. Et quand vous vivez avec quelqu'un, ce n'est plus la personne. Ça, c'était plus la même personne. C'est très difficile, ça. Non. Non. Et t'es là, bon, ok, j'ai signé. Il y a que la mort qui va nous séparer. Donc ça, c'est clair, il n'y a pas il y a qu'une issue. Toi, t'as jamais voulu partir? Non, jamais. Non. Ah non, mais c'est un non. Ça, c'est une chose. Alors, ma mère a fermé la porte au divorce dans notre famille. Ma grand-mère a divorcé en 1932 dans un contexte chrétien. Alors, autant de dire que c'était pas à la mode. Non, c'était vraiment pas à la mode. Il y a 100 ans en arrière, déjà qu'aujourd'hui, mais alors il y a 100 ans en arrière, c'était quelque chose. Et ma mère a fermé la porte au divorce dans sa famille. Très clair, très clair. Elle nous a élevés dans une culture où le divorce n'est pas une option. Et effectivement, elle a eu 6 enfants. Et aucun d'entre nous, ni de ses enfants, ni de ses petits-enfants, ne sont divorcés. Elle a 22 petits-enfants. Je veux dire, on est mariés depuis très longtemps. Puis je suis plus la plus jeune et je suis mariée depuis plus de 33 ans. Donc, ça marche. Non, divorcer, non. Mais c'était comment je réinvente ma vie et à quoi ça va ressembler. Et est-ce que tu es prêt? Et c'est là la question. Comment tu gardes ton amour? Comment tu vas garder ton amour, ton attirance, ta vie avec la personne qui ne ressemble plus où tu sais pas si tu vas le retrouver. Et là, tu dois garder ton cœur. Parce qu'autrement, alors là... Et tu disais, il a eu des effets secondaires, et à tel point qu'à un moment donné, tu as été face à une décision très difficile, que je te laisse nous expliquer. La décision, c'est une des décisions les plus difficiles de ma vie. Si ça n'est pas aujourd'hui la plus dure que j'ai eu à prendre, c'est la décision de l'hospitaliser en milieu psychiatrique. Oui. Alors, c'est très, très dur parce qu'on connaît les contextes psychiatriques. À l'époque, je n'avais pas les mêmes ressources et les mêmes connaissances au niveau médical que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai tout fait pour trouver un endroit où il était dans une clinique privée, où il pouvait être dans une chambre seule, où il allait être pris dans un contexte, parce que voilà, il était une personnalité connue déjà à l'époque, et puis que je ne m'imaginais pas, ça aurait été trop dur, mais le garder à la maison, c'était plus possible. Et j'ai poussé trop loin. J'ai
pousser trop De loin le garder à la de maison. le garder à la maison. Ok. Parce que certains de mes enfants, justement, ont aussi souffert d'avoir vu leur père dégradé Mhm. et cette autre personnalité. Mais je me rappelle, je veux dire, à l'époque, voilà, ce qui a été le déclencheur, c'est qu'un jour, il était dans notre chambre à coucher et moi, j'étais en bas et il a appelé chacun de nos enfants à venir un à un dans la chambre à coucher et il les a comme bénis et fait le testament. Et il redescendait, il disait, papa m'a dit que je devrais enfin, il a fait comme un testament. Oui. Et là, j'ai dit ça va trop loin. Ça veut dire qu'il voit la mort. Mm. Ça veut dire qu'il prépare ses enfants à son départ. Mhm. Et là, j'ai dit, et là, j'ai pris conscience qu'au fait, non, Mhm. la mort n'était pas une issue. C'était pas ça. De toute façon, c'était pas la volonté de Dieu. De toute façon, c'était pas comment ça allait se terminer. Mhm. Et puis que ça pouvait pas se terminer comme ça. Donc là, j'ai réalisé qu'en fait, son processus, sa souffrance était telle, c'est pas dans le sens qu'il désirait mourir, mais c'est dans le sens qu'il désirait que sa souffrance s'arrête. Mhm. Mhm. Donc, j'ai pris la décision là, on a besoin d'aide, ça va plus à la maison. Mhm. Et j'ai pris la décision de l'hospitaliser. Donc, j'ai appelé le médecin, j'ai appelé son ami, son pasteur, qui était son ami très, très proche. J'ai appelé son parrain. Mhm. J'ai pas appelé son père. J'ai appelé son parrain. Et on a fait on rentrait, j'ai été faire des vacances avec lui, on est parti, on était faire un peu de sport, ça lui faisait du bien d'aller dehors, etc. Et on est rentré de ce séjour et dans le salon, on attendait, on lui a annoncé, tu gardes tes valises, tu rentres à l'hôpital. Et comment ça s'est passé? C'était terrible. Mm. Non, mais c'était terrible. Et il m'a senti comme une trahison. Oui. Et il m'a regardé, il me dit, tu me fais ça. Mm. Et waouh, ça, il faut le vivre aussi après, il faut le porter. Oui. Il faut le porter dans le couple, il faut le porter dans la famille, il faut le porter. Et aussi en responsabilité, enfin, je veux dire. Mais après, le contexte où il était, c'était extraordinaire. L'hospitalisation lui a fait un bien fou. Donc, il a fait 3 mois d'hospitalisation, c'est pas rien. 3 mois d'hospitalisation. C'est pas rien, mais il était dans un super contexte. Et j'ai envie de dire, ça a été le déclencheur où le Seigneur a tout restauré. Il a appris à se calmer. On l'a appris aussi le psychiatre, qui était un gars extraordinaire, qui a tout de suite compris qu'il avait aussi affaire à quelqu'un, peut-être pas tout comme tout le monde, parce que tout le monde disait calme-toi, calme-toi. Mais le premier entretien que j'ai eu avec le psychiatre, il me dit, mais un homme comme votre mari, si on lui dit de se calmer, on l'enferme, c'est fini, et ça va être pire. Ça va être pire. Et donc, il lui a fait un programme, il avait des soins, des massages, des trucs. Moi, je me rappelle... J'étais très occupée. Mais je me rappelle, je disais, mais si seulement quelqu'un pouvait prendre soin de moi comme ça. C'est ça. J'étais là, mais si seulement on m'offrait ça. C'est ça. Tu vois, t'es là. Wow. Bref, je trouvais qu'il avait du luxe, quoi. Tu vois, il y avait des fangos dans le dos, de la piscine. Il pouvait aller peindre des tableaux. J'étais là, mais what? Je peux aussi. Bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette décision de l'hospitaliser a été lourde de conséquences. J'ai vu, heureusement que j'en ai vu les fruits derrière, mais j'ai vécu avec une culpabilité énorme. Moi qui suis l'infirmière, qui avait plein de choses, blabla, tu vois, j'ai vécu vraiment, j'ai dû lutter avec cette culpabilité très forte. Et je me suis dit, et si ça tourne encore pire? Parce que dans les milieux hospitaliers, excuse-moi, mais en psychiatrie, mis à part certains médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires, et là, au fait, on a pu le sevrer de certains médicaments, mettre en place des activités, et le Seigneur a vraiment, vraiment, vraiment restauré, parce que à la sortie d'hôpital, il n'était pas encore assez bien pour être à la maison. Parce que nous, on s'est rendu compte, les 3 mois hospitalisés, on s'est rendu compte, on pouvait de nouveau respirer. Vous avez soufflé, finalement. On pouvait vivre, les enfants pouvaient laisser les jouets au salon sans que ce soit à la fin du monde. On pouvait parler un peu plus fort. Bon, le chien, en attendant, il était déjà remis. Ma fille a dit, je donne le chien. Elle a remis son chien parce qu'elle a vu que ça agressait son père. Et donc, même ma fille s'est séparée de son chien pour que ça aille à la maison avec son père. Bon, c'est des détails, mais c'est pas seulement un détail quand on est enfant. Quand c'est son chien, son cadeau d'anniversaire, enfin bref. Et puis on s'est rendu compte,
c'est ça un peu le normal. Son papa, mais c'est normal. Et donc, on a trouvé un endroit où il pouvait rester la semaine. C'était un chalet dans une montagne. Il pouvait aller faire ses activités sportives, ce qui lui vidait le cerveau. Et nous, on pouvait aller avec lui le week-end. Ok. Et cet endroit est devenu notre lieu de vie aujourd'hui. Et notre nid. Oui, oui. Donc, en fait, j'ai vu vraiment la main du Seigneur qui nous a guidés. L'hospitalisation était nécessaire. L'hospitalisation lui a appris aussi à, quand il a le sentiment qu'il l'accélère de nouveau, ou qu'il n'arrive plus à s'arrêter, ou qu'il n'arrive plus à récupérer, il a appris en psychiatrie comment apprendre à sa pensée de s'arrêter, apprendre à se reposer, apprendre à se relaxer, apprendre à respirer. En fait, ça lui a donné les outils, sa boîte à outils. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fort que ce qu'il était avant. On a retrouvé, j'ai retrouvé un Jean-Luc. T'as retrouvé ton... J'ai retrouvé un mari, sauf que je l'ai que fatigué. Ça, c'est un problème. Ça, c'est autre chose. Oui, parce que là, il a l'air assez occupé, hein, quand même. Ouais. Mais merci beaucoup, Josiane. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à raconter. Ouais. Et en tout cas, on remercie le Seigneur pour ta foi aussi et d'avoir su te positionner. La mort ne sera pas l'issue. C'est pas comme ça que cette histoire peut se terminer. Et je crois que ça fait toute la différence aussi. Et tu vas rester avec nous toute cette semaine. Et du coup, on va pouvoir continuer d'évoluer dans votre parcours, comment Dieu a fait toutes ces belles choses. Et on va revenir mercredi sur vos parcours un peu respectifs et comment, en tant que couple, eh bien, vous avez réussi, comment vous réussissez à vous accorder, à vous soutenir mutuellement. Et on l'a vu, vous avez été un vrai binôme, y compris pendant ce temps d'épreuve. En tout cas, merci beaucoup, Josiane, d'avoir pu partager tout ça avec nous. Et on se dit donc qu'on se retrouve mercredi pour une prochaine émission de La Table avec Annabelle. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.